Alors du coup, rentrons direct dans le vif du sujet, à savoir, comme je pose toujours la même question, qui es-tu Vincent? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Quand je serai grand, Voilà, ouais, je suis déjà grand, moi, tu c'est sais. déjà un peu grand. Ouais, donc, bah écoute, je suis ingénieur à la base, mais pas pharmacien, personne n'est parfait. Oui, c'est bien. Ça arrive. Et j'ai fait passer quelques années en automobile. Je suis expert en logistique, donc j'ai fait de la logistique pendant quelques années avant d'arriver en pharma. Il y a déjà un bout, hein. Et j'ai fait de la logistique aussi en pharma. Ça m'a permis, notamment dans les deux domaines, de faire des implémentations de SAP. En automobile, tu faisais de la log aussi? Oui, tout à fait. Ah ouais. Tout à fait. Mais j'ai participé à plusieurs implémentations de SAP et c'est la petite graine à germer. Ouais. Déjà à l'époque. Déjà à l'époque, ouais. Je me suis aperçu que j'étais attiré par tout ce qui est data, tout ce qui est flux qu'on peut transférer dans un système. Ouais, système. Ouais. Ouais. Et puis, au fil des années dans la pharma, après avoir appris ce que c'était, parce que j'y connaissais absolument rien du tout. Non, non, Non. pour ça, on a fait une chaîne Twitch, pour que les gens viennent nous apprendre le métier. C'est ça. Rôle SAP, pendant un projet d'implémentation, il y a même eu un template. J'ai eu la chance de passer 2 ans en Angleterre. Qu'est-ce que t'es un template? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un template? Template SAP. Eh ben, un template SAP, c'est une customisation des SAP que tu peux appliquer à divers d'un groupe pharma, qui va permettre de gérer les flux de la même manière. Pour résumer, juste pour pour essayer de vulgariser un tout petit peu, c'est-à-dire que SAP c'est un ERP, c'est un logiciel de gestion de vos usines, et en gros, il est servi, il est censé être unique, enfin, il est censé traiter un peu toutes les branches, et il est vendu, bon, tu peux l'utiliser quasiment tel quel, mais il faut quand même l'intégrer à tes entreprises. Tout à fait. C'est un peu ça. Il y a quand même de la customisation et c'est notamment ça qui coûte cher. Enfin, Oui. ouais, C'est l'intégration dans les boîtes. c'est ça. Et le fait est que du coup, si tu as une entreprise avec 15 sites de fabrication, ou 15 sites de quoi que ce soit d'ailleurs, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas 15 personnes qui fassent leur customisation perso. Et donc, toi, tu as coordonné un peu. Ouais, j'ai participé au projet sur un module. Hein, Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est des projets. Oui, oui, c'est fantastique. Hein. Beaucoup d'expertise. Et l'idée, bah, voilà, c'est d'essayer d'harmoniser les pratiques entre les sites ou d'adapter SAP à ces pratiques pour que ce soit utilisable un peu partout. Voilà. On souhaite la bienvenue à Arnaud tiré-du-bas DG, qui est lui pharmacien, mais petite spécificité, il est futur pour devenir data scientist. Magnifique. Voilà. Donc, bah, toi, tu vas nous aider. Arnaud, t'hésites ça. pas, voilà, tu lis dans le chat, les autres aussi, hein, mais c'est vrai que Arnaud, cette petite subtilité dont on a parlé, le data scientist, et dont on va reparler par la suite du live. C'est ça. C'est ça. Et donc, bah voilà, donc, moi, ça m'a amené à intégrer l'informatique, le service informatique, l'IT, sur un site, et puis d'avoir l'opportunité de prendre cette casquette digitalisation qui était ressentie comme un besoin sur le site, suite à différentes réflexions sur bah, notre état de digitalisation, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Alors, du coup, j'ai deux questions. C'est quoi ta journée type du digitalisation? Non, mais c'est pas parce que du coup. Déjà le prononcer correctement. Déjà, faut le dire correctement. Non, et puis du coup, dans la même question, c'est que définir un peu la digitalisation. Tu dis il y a eu un besoin qui a été ressenti par le site, par exemple, là. Et pour avoir un besoin, il faut savoir de quoi on parle. Donc du coup, voilà. C'est quoi la digitalisation? Et puis, qu'est-ce que tu fais dans ton rôle actuel dans tous les jours? Alors, un moment un petit peu sérieux, je vais vous lire une définition que j'ai trouvée sur la net, que j'ai trouvée bien. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Ouais. Mais disons que la digitalisation, ça consiste dans la modification des processus à l'aide d'outils digitaux vers une numérisation croissante et continue des processus. Déjà, processus, on parle processus, d'accord, donc c'est la marche d'un site. Outils digitaux, le digital, on parle de données digitales. Numérisation croissante et continue, en gros, il faut pas perdre de vue que ça évolue tout le temps. Oui, une fois qu'on arrive au bout, c'est pas juste, voilà, bah, super, on y est, génial. Non, il y a de la constante amélioration et modification à faire. Oui, comme dans tous les grands principes d'amélioration continue, de référentiel, qualité ou autre, la digitalisation, c'est pareil.
C'est On va ça. se dire, c'est bon, j'ai mis du numérique partout, j'en ai pour 20 ans, je suis tranquille, on se revoit dans 20 ans. Exact. Ça ne marchera pas. C'est une idée. Ça arrive, les gens C'est vont mort. Internet. Allez, C'est digitalisé. Bisous, au revoir. Ouais, bisous, au revoir. C'était cool. On s'en va dans tout le monde. Ok, donc ça, c'est la digitalisation théorique. Théorique. Enfin, voilà. Donc, c'est quoi ma journée type? Globalement, je vais vous donner les différentes choses que je fais. Pour le café. Le café, déjà, c'est important. Ça commence. La première chose de la journée, c'est le café. Par rapport à les gens de la prod, tout le monde au café, de toute façon. Ouais, je commence à tailler. Non, je pense que la première chose, c'est le besoin client. Là, on a parlé de processus. Donc, derrière, il y a des gens qui actionnent ce processus et qui ont potentiellement des irritants, des besoins, etc. Il y a des gens qui ont besoin d'améliorer, de speeder leur processus. Il y a des outils digitaux, donc c'est la première chose, comprendre les besoins. Ensuite, un peu connaître ce qui se fait en termes de solutions. Il y en a plein. C'est la période où il y a une foultitude de fournisseurs sur différents sujets. On pourra parler après. Ouais. Il y a convaincre les stakeholders. C'est quoi un stakeholder? C'est quoi un stakeholder? C'est un steak, c'est un barbecue, Ouais, un steak, c'est un stakeholder. Stakeholder, Autant ça fait un le steak, steak. elle est bien cuite. Un stakeholder. Souvent bien cuit. Donc les décideurs, à un moment donné, vont dire, bah, ouais, ça m'intéresse, on y va. Qui n'est pas toujours utilisateur. Non. L'utilisateur, en général, il a envie d'y aller. Quand tu lui expliques que ça va marcher, il va gagner une multitude de temps, etc. Tu mets des pépites dans les yeux, des Ouais, paillettes dans les yeux. Kevin met pas des paillettes dans les yeux. Et donc, il faut convaincre pour avoir les budgets, etc. Et puis, il y a aussi penser au-delà du besoin court terme ou moyen terme à la vision qu'on peut avoir sur le futur, pour le site. Donc, c'est cette agrégation de choses qui fait qu'à un moment donné, bah, espérons que ça se... Du coup, ça veut dire, non, mais c'est intéressant parce que dans ton métier, du coup, t'as des contacts avec des utilisateurs, voilà, et des fois, tu dézoomes, donc, des gens du quotidien, entre guillemets, qui vont utiliser ton système, ton outil de digitalisation, et ça dézoome jusqu'à des décideurs très haut placés parce que, on va en parler aussi, ça coûte un peu d'argent. Donc, il y a c'est assez intéressant comme, t'as tous les paliers avec qui tu peux discuter, entre guillemets. Tout à fait. J'ai une question. D'emblée, tu t'as défini le truc en disant, les gens, ils ont un besoin pour améliorer ou pour speeder leur processus ou pour, est-ce que c'est forcément le but de la digitalisation? Ça va être chaud. Ouais. Parce que chaque fois, on va le dire 20 fois. Est-ce que ton taf, là, est-ce que truc de geek. c'est forcément d'aller plus vite ou il y a d'autres leviers, c'est pas forcément d'améliorer la temporalité du process? Non, ça peut être aussi sécurisé un processus. Ouais. Par exemple, si on utilise Excel, Excel c'est pas franchement sécurisé. Ouais. Hein. Donc bah voilà, c'est d'amener des applications qui sont plus sécures. Ça peut être aussi pas forcément de la temporalité, mais de libérer de la charge sur des ressources qui passent beaucoup de temps à faire des extractions, à faire ceci, à faire cela, en apportant quelque chose d'un peu plus automatique et libéré pour faire des choses plus intéressantes que extraire de la data d'un système. C'est du rendement valeur ajoutée. Voilà. C'est ça. On fait un lien sur les 7 ou 8 gaspillages, c'est de la non-valeur ajoutée du process. Et globalement, on parle quand même de la performance globale. Il faut pas perdre de vue. C'est pas de la digitalisation, juste ça. Oui. C'est pas un truc pour répondre à un besoin. De geek, ouais, voilà, le geek. informaticien. Ouais. Du coup, on parle de digitalisation. On entend parler pas mal aussi de digitalisation 4.0. Ouais. Alors, je veux le dire honnêtement, on s'est posé la question hier, c'était quoi le 3.0, le 2.0, le 1.0? J'ai pas eu de projet 2.0. Pourquoi? C'est quoi quand on parle de ça? En fait, il faut pas comprendre que s'il y a une digitalisation 3.0, 2.0, 1.0, en fait, le 4.0, c'est considéré comme la 4e révolution industrielle. Historiquement, il y en a eu plusieurs, on peut les citer, mais globalement, juste pour parler de digitalisation, la 3e, c'était surtout l'arrivée des systèmes informatiques dans les années 70-80. On a commencé justement à numériser des données pour faire de la digitalisation. Et aujourd'hui, on passe au stade supérieur, même si ça date pas d'hier,
4.0, c'est vers les années 2010. Mhm. On se parlait de ça. Ça a explosé en 2014. Ouais, c'est ça. La recherche Google de digitalisation, ça a explosé en 2014. Et l'idée, ben voilà, on génère beaucoup de data, ben, bon, il faut savoir les utiliser. Oui, parce que c'est bien de générer des données, mais encore, si c'est des données qu'on ne sait pas interpréter, qu'on ne sait pas utiliser, c'est de la donnée pour de la donnée, quoi. Mais- On remplit des disques durs, mais bon, bah, c'est bien. Du coup, ça illustre bien quand même parce que du coup, la 3.0, on va dire, la révolution numéro 3, c'est l'informatique au boulot. Ouais. Donc, ça veut dire Word, Excel, les mails, euh, tout ce que maintenant, nous, on utilise tous les jours, Les premiers dont on ERP. pourra plus se passer. dont on pourra plus se passer. Donc là, faut imaginer, on parle d'un phénomène quasiment moins de la même ampleur. Au moins, ouais. Enfin, non, mais juste pour resituer, c'est Tout à pas, fait. c'est pas juste un truc 4.0, truc à la mode, et puis dans Non. 2 ans, on reparle de 2.0, quoi, de 5.0. Imagine, il n'y a pas de mail. Non, mais sans deck. Juste 20 secondes, les gars. Vous imaginez, là, bosser en 2022, et on ne peut pas s'envoyer de mail. On peut pas faire de Teams, etc. C'est les gens, ils bossaient comme ça, pas il y a 3000 ans, quoi. Ils bossaient comme ça. Du coup, alors, bon, on se dit, la digitalisation, on génère de la data, 4.0, hein. Donc, on se demande qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on pourrait aborder rapidement des types de métiers qu'on pourrait voir autour de tout ça? Parce que maintenant, bah, c'est bien. OK, organise ta donnée, on en a même fait des métiers. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a tout un monde autour de ça. C'est ça. On parlait tout à l'heure de data scientist. Voilà, ça, c'est un nouveau métier, on va dire, qui arrive dans l'industrie, où bah, la data, elle est plus considérée comme juste quelque chose que tu enregistres quelque part et que tu vas potentiellement utiliser, mais quelque chose que tu vas utiliser pour t'améliorer. Donc cette data, globalement, elle doit être connue Mhm. par quelqu'un, stockée au bon endroit, facilement exploitable, analysée, etc., etc. Ouais. Elle a des attributs, entre guillemets, qu'il C'est faut, ça. voilà, mais c'est pas n'importe quelle data. C'est ça. Et aujourd'hui, je pense que dans l'industrie, enfin en tout cas de ce que j'ai vu, il y a très peu de gens qui peuvent allier la connaissance du flux et la connaissance des datas. Il y a souvent, on parle beaucoup de l'informaticien qui connaît pas la data. L'informaticien, c'est pas quelqu'un qui connaît facilement la data. Ou le connaisseur du flux qui va dire, bah, mon process, il fonctionne comme ça. Il faut trouver un juste milieu. Et un des rôles du data scientist, pour moi, c'est ça. Le gars qui va dire, bah voilà, si on veut modéliser ça, il faut utiliser ça, faut le faire comme ça. Ouais, donc il doit connaître le process, enfin, il doit faire Ouais, le lien entre les deux. C'est pas simple, hein. Ouais, Arnaud, qui nous a rejoint, j'ai échangé un petit peu sur LinkedIn, non plus les pharmaciens data scientists. Donc, en fait, c'est cohérent. Parce Oui. qu'en fait, moi, quand tu m'as parlé de data scientist, au début, je pensais que c'était un informaticien. Tu vois, un mec qui était expert, archivage de données, conservation de données, etc. Non, en fait, c'est savoir dans un flux de données ce que je vais avoir besoin. Donc, du coup, bien connaître ton process avant d'aller chercher la donnée et de la conserver. La conserver, l'extraire, c'est le job de l'IT. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et du coup, C'est technique. la manipuler, On va l'utiliser correctement. l'utiliser Ah, correctement, c'est le data scientist. Nouveau job, du coup. Nouveau job, nouvelle manière d'appréhender la gestion des datas, qui est un des gros enjeux pour moi de la digitalisation. Au-delà de la solution technique qui existe, qu'on connaît, ça a été illustre, mais la manière dont on va gérer ces datas, ça c'est complètement nouveau. Est-ce que tu es d'accord, Arnaud, avec la définition de Vincent? Bah, il dit qu'il y a donc le rôle de data scientist, extraire la valeur au sein des données massives, mais chaque entreprise a tendance à y superposer sa propre définition. Ah, Ouais, c'est très possible. Ouais. alors ça, c'est pas mal. Alors, c'est encore très théorique pour moi. Je pense que pour moi qui suis très terrien, est-ce qu'on a un exemple, t'aurais un exemple, peut-être même à la con, vas-y, de ce qu'un data scientist, il pourrait amener à une boîte, tu vois? Juste un exemple concret de ce lien qu'on peut faire entre les deux. Alors, pour moi, mais encore une fois, c'est pas un métier que je connais par cœur. Hein. C'est Non, aussi pour nouveau ça, c'est pour pas une moi. question piège. Non, non, je sais bien. Mais moi, d'après mon expérience, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est ce lien entre le flux et l'aspect un peu plus technique de la data. Qu'est-ce qu'on doit choisir comme data? Ça, tu le fais avec le flux. Comment on la gère, etc. Comment on la fait évoluer, etc. Et comment on l'utilise. Et donc, ça peut être des données pour améliorer la perte d'une bécane, ça peut être des données de qualité, des données enfin, toutes les data, j'ai une donnée, quelque chose. Ouais, c'est ce que veut dire Arnaud, là. C'est son pari, un projet pro, c'est de faire le lien entre l'approche métier et business, et notamment la qualité, et le data scientist pure souche. En fait, c'est un futur métier essentiel. Enfin, ouais, je l'ai appris hier, le métier, mais
C'est un traducteur, c'est un réverso de la data vers la prod et pour faire en sorte que les gens exposent. Ah ouais, ça, c'est vrai. Je pense que dans beaucoup d'entreprises, on a des gens qui ont cette appétence entre le flux et la data, Ouais. mais c'est pas forcément très structuré. Les gens, quand on fait typiquement une implémentation pas d'un ERP, d'un LIMS, que tu vas appeler parce qu'ils ont un peu cette double compétence. Moi, l'intérêt du data scientist que je vois, c'est la structuration de tout ça. Ah, c'est intéressant. Enfin, ouais, c'est un job qui va être essentiel à l'avenir, vu qu'on va multiplier de manière exponentielle le nombre de données et le nombre d'interactions qu'il va y avoir entre la machine, l'homme, les processus, etc. Donc, du coup, pouvoir extraire cette donnée-là et l'interpréter, ça va être... Tout à l'heure, je disais dans le chat, en rigolant, est-ce que le data scientist, c'est pas celui qui va remplacer un moment aussi la QOP, tu vois, parce que, en tout cas, ça sera un collègue de la QOP essentiel. Oui, il il apporte un éclairage très très différent et très puissant. Ouais. Bah ouais, c'est bon. Pour des prises de décision. Bon, ça, c'est un peu notre partie 3, les gars. Ah bon? Regarde. L'intelligence artificielle, tout ça. Ah non, là, je suis sur le rôle du data scientist. Oui, bien sûr. Le data scientist est très difficile à trouver sur la marche. Et à attirer. Ah bah, parce que toi, c'est pas un métier, t'as pas, je sais pas si t'as des diplômes de data Oui, scientist, si t'as des écoles maintenant et tout. Ouais. D'accord. Et ces cas-là, en général, avant de sortir, Ouais. Et disons, déjà, une situation où t'as pas le mec, je suis data scientist, et qui va à l'école de son fils pour présenter son métier. C'est le data scientist à laquelle ils n'ont pas d'enfant. Non, c'est pas la maternelle que tu crées la vocation de data Il scientist. fait pas ton papa. Ça, c'est bon. Et est-ce qu'il y a d'autres métiers que tu as en tête comme ça, par data scientist, qui sont vraiment spécifiques au domaine de la digitalisation Je pense que ouais, bah, c'est ça, c'est un peu je vais dire double compétence, c'est pas forcément le bon terme, mais cette envie d'avoir une connaissance du flux et une connaissance des systèmes, un peu plus approfondie que entre guillemets l'utilisateur lambda. Voilà. Parce que oui, ce qu'on disait aussi, c'est pourquoi on fait ça, parce que je suis mon conducteur, mais hier on parlait de la data utile, la data comment on la traite, il y a aussi comment on la range et comment on l'utilise comme il faut. Et tout ça, mine de rien, c'est un monde en fait, quoi. C'est ça. Alors du coup, tu nous as parlé de... Ouais, si je veux dire ça. Tu nous as parlé de l'ERP tout à l'heure. Est-ce que déjà l'ERP, un SAP, c'est déjà de la digitalisation? Oui. En fait, on fait de la digitalisation, je disais tout à l'heure, l'arrivée de l'informatique, c'est de la digitalisation. Oui. Tout au moins de la numérisation. Une data papier devient une data numérique que tu stockes quelque part, que tu vas utiliser. Donc les ERP, c'est un outil digital, un logiciel RH, un logiciel, on dit plus logiciel, maintenant on dit application. Ah oui. Mais c'est digital. Oh, je dois parler de logiciel, quoi. Twitch, je suis vieux. Ouais, ça y est. Donc, effectivement, toute action, on va dire, de numérisation de data, c'est de la digitalisation. Carrément. Ah oui. Mais ouais, c'est concept, hein. Parce que du coup, déjà la frontière, entre numérisation et digitalisation, le truc, je pense que la frontière, en tout cas, peut-être que moi je le comprends, entre numérisation et digitalisation, c'est que la digitalisation va te permettre d'utiliser ces datas. Tu as des datas numériques, ça ne veut pas dire pour ça que tu es capable facilement de les analyser. Ouais. Ça rentre dans une base de données. Où tu vas extraire, tu vas utiliser Excel, si tu n'as pas un petit BI à côté, c'est business intelligence. Ouais. Les outils digitaux vont permettre probablement, et sûrement d'ailleurs, d'avoir des capacités à extraire automatiquement tes datas et à les analyser rapidement. Parce donc là, on ouvre des portes. Ouais, c'est le monde entier encore. Souvent, la numérisation, en gros, c'est un processus envoyé via tel logiciel, application dans une base de données, qui est à un endroit. Tu en as une autre type de données qui est par une autre application, un autre logiciel, dans une base de données, etc. Ça peut être Excel, ça peut être LIMS, ça peut être SAP, ça peut être tout ça. Donc ça, c'est la numérisation. Là, la digitalisation, c'est je prends un petit peu tout ça, c'est pioché, je vais aller regarder un peu à droite, dans la base de données de celle-là, dans la base de données de celle-là, et je veux dire, voilà. Au moins de la corrélation. Au moins de la corrélation, ouais. Et ça, c'est la première étape. Ouais, parce que tu vois, moi, pareil, un peu vieux con comme je suis, pour moi, numérisation, j'imagine un scanner, tu numérises un truc en papier, ça te donne une donnée. Je prends un exemple, tu prends toutes tes procédures qualité que tu avais en papier du temps, voilà, tu les numérises avec un scanner, tu en fais des fichiers PDF, tu as fait de la numérisation, pour autant, c'est pas pour ça que les gens ils vont plus lire les procédures.
Enfin, genre, ils avaient un papier, après ils ont un fichier PDF, je veux dire, ils l'ont pas forcément mieux utilisé parce que c'est électronique, tu vois. Et c'est pourtant un peu de numérisation. Donc, t'as l'avantage de pouvoir peut-être le retrouver plus facilement. C'est ça. Parce que c'est un endroit sur un serveur où tu peux aller y aller, le chercher un peu quand tu veux. Oui. Mais c'est pour ça qu'ils sont meilleurs, les gens, hein, donc ils ont plus clair la procédure. Sur un processus potentiellement plus sûr, tu vas avoir une signature électronique. Tu Ouais. vas pas faire le tour de tout le monde, envoyer tes paplards pour aller les faire signer. Ça, théoriquement, ça va plus vite. Et puis, t'as qu'une seule source d'info. Ouais. Quand t'as une procédure papier, si elle évolue, il faudra à nouveau redistribuer de manière papier toutes les procédures. Oui. On enchaîne. Exactement. Alors, du coup, on parlait des ERP et de la digitalisation. Est-ce que le fait d'arriver à faire parler plusieurs systèmes entre eux, ça fait partie aussi de cette thématique de digitalisation? Parce qu'effectivement, on parlait d'un LIMS tout à l'heure, d'un autre logiciel SAP, SAP, je sais pas quoi. C'est pas forcément des logiciels qui sont faits par les mêmes personnes, par les mêmes compagnies, qui parlent le même langage ou qui ont été fabriqués dans le même langage. Pour autant, à un moment donné, mon data scientist, là, s'il a besoin d'une donnée dans ce système-là, dans une autre là-dedans, une autre là-dedans, et qu'il dit c'est ça qui me permettrait d'améliorer mon process, faut bien qu'il puisse le faire. Tout à fait. Comment ça se passe, ça, docteur? Enfin, comment ça se passe? Bah, écoute, en général, dans les systèmes de style SAP, de style LIMS, classique, tu as une possibilité d'extracteur de données. Donc, l'idée, c'est effectivement d'extraire les données qui t'intéressent, de les mettre, on va appeler ça un repository, un data warehouse, peu importe, à un endroit bien précis pour que ton outil d'analyse, il n'aille pas réfléchir où il va chercher la donnée, c'est toujours là. Et toi, derrière, tu vas monter des rapports ou autre chose, hein, parce qu'il y a autre chose derrière, qui va te permettre de répéter ton processus de manière sûre, autant que tu veux. Autant que tu veux. Maintenant, il faut quand même, parce que dans ces systèmes-là, il y a énormément. Je crois que j'avais lu quelque part qu'en pharma, on générait 1 trillion d'octets par an. Ça, d'ailleurs, c'est énorme. Il faut quand même viser les datas qui t'intéressent. Oui. Okay. Et donc, effectivement, ça t'évite de revenir dans du Excel avec des bonnes vieilles macros. Recherche V. Ouais, les recherches V et tout, qui sont beaucoup moins sûrs. Là, c'est marrant, tu donnes des chiffres et tout ça, mais ça me fait réfléchir au fait que tu as 1 trillion de, je sais pas quoi, enfin, en fait, une masse de data, mais en fait, on en utilise que peut-être un demi%, voire même moins, je pense, et on les utilise la plupart du temps pas très bien, donc on en utilise correctement que c'est une pépite d'or dans ton bagage quand tu cherches. Ça, c'est la data dont j'ai besoin. C'est le mec avec le tamis. C'est ça, c'est leur tailleur. Tu cherches la data. Ouais, ça fait partie des 1000 billets du truc, c'est-à-dire que quand t'as compris ça, après, peut-être que tu fais différemment, mais sinon, t'as l'envie, je veux dire, le biais un peu humain de dire, ah, c'est cool, on va pouvoir mettre des données partout, t'en fous partout, et t'es content. Et t'as mis des sous, t'as dit, regardez ce que je peux faire. C'est un peu ça, hein. Ma machine, elle est capable de faire ça, et j'ai 3 trillions d'octets. Alors, je pense que tu fais mieux, toi? Qu'est-ce que t'en fais? Je suis à 2 litres, hein. Ah, t'as vu, moi, je suis mieux. Et tu fais quoi? Pareil que moi, t'en fais. C'est un peu ça, tu vois. Ouais. C'est un peu ça, mais je pense qu'on est déjà en train de dépasser ce truc-là. Les besoins des utilisateurs aujourd'hui, c'est, par exemple, je prends la libération d'un lot, tu as besoin des données du LIMS, tu as besoin des données SAP, et à un moment donné, tu dois croiser les deux pour dire, mon lot, il est bon, il est pas bon. Et vu la masse et la vitesse à laquelle on doit produire aujourd'hui, il faut quelque chose qui aille vite, qui soit sûr et répétitif. Donc, ces outils de digitalisation, ils arrivent en masse. Non, mais c'est marrant. Moi, je me serais dit, un peu toujours con comme je suis, plutôt que d'essayer de trier après dans la masse de données, mais pourquoi on ne génère pas que les données qui sont intéressantes, tu vois? Plutôt que d'avoir à gérer la mine d'Oda et chercher le diamant, fabrique le diamant, tu les gères les données, enfin, tu les fabriques les datas, tu vois. Mais le jour où SAP fera un plural LIMS, se posera la question de savoir si. Et ouais, c'est ça. Lui, il peut juste générer ce qui t'intéresse et limite, ça te facilite ta recherche d'or, quoi. C'est ça. Ouais. On a défini des tables, etc. Est-ce que tu fais un lien, ou comment on peut faire le lien avec l'intelligence artificielle? Déjà, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Et ça fait partie de la même famille
métier ou de terme. Ouais. Comment tu fais le lien? Alors déjà, l'intelligence artificielle, c'est une entité qui permet, entre guillemets, de prédire les choses en analysant les datas. Donc, l'intérêt justement d'avoir toutes ces datas disponibles à un moment donné, de les connaître, c'est pouvoir les donner à un outil avec un algorithme X, sur un sujet X, qui va te permettre, en analysant rapidement, de dire, bah, par exemple, sur une machine, ah, là, cette pièce-là, potentiellement, va falloir la changer parce qu'elle va... Donc, plus t'as de data, et mieux c'est. Moi, j'en reviens toujours pas de ça. Enfin, quelque part, toujours moi en bon terrien, que la machine, en réfléchissant à des données qu'elle génère elle-même, puisse te dire, attention, là, j'ai ma roue qui va tomber, là, ou tu vois. C'est assez fou quand même. Ouais, c'est assez fou, mais finalement, quand tu regardes bien, c'est relatif, entre guillemets, il y a des guillemets à ce que je vais dire, hein, parce que les algorithmes sont pas simples, c'est relatif. À partir du moment où tu as les datas, c'est relativement simple. Ouais. Bah, moi, j'ai souvenir d'un opérateur, quand j'étais responsable de Mirage, qui me disait, Ludovic, la machine, il va y avoir un truc. Tu sais, il était comme ça. Ouais. Il y a un truc pourquoi les caméras elles bougent, Exactement. le bruit. Ouais, c'est un signal faible Le qu'il bruit. a capté lui. Ouais. Parce qu'il a entendu la ligne pendant des mois, des années, etc. Et puis là, le bruit est différent. Je sais pas ce qui se passe, le bruit est différent. Bah, le bruit était différent, et puis des choses différentes aussi sur la machine quelques temps après, quoi. Et c'est un peu ça. C'est une donnée que nous, en fait, on entend, on n'analyse pas de manière réelle, et la machine va le faire, quoi. Elle va croiser des trillions de données qui n'auront strictement rien à voir, et puis à un moment, elle va faire une corrélation. Tiens, entre ça et ça, il y a peut-être corrélation, et entre cette corrélation, après, il y aura peut-être une causalité. Mais alors, est-ce que, tu vois, moi, je suis basique aussi. Maintenance corrective, tu changes le truc qui a pété. Maintenance préventive, tu le changes à un intervalle régulier, avant que ça pète. Ouais. Mais bon, ça aurait pu péter peut-être après. Ou ça peut péter avant. Ou jamais. Ou jamais. Mais tu sais pas. Mais t'as changé ton truc au cas où. Là, on est sur un truc prédictif, où la machine, elle se dit, mais attends, tu dois quand même lui dire, regarde telle ou telle donnée. Est-ce qu'elle serait capable un jour de dire, de moi-même, j'analyse toutes ces données, et je vais moi-même choisir quelle donnée, quel signal faible a eu un impact ou va avoir un impact, et donc prédire qu'il faut changer cette pièce. Alors, là, c'est Terminator, on en parlait hier, mais moi, c'est le soulèvement des machines, j'ai peur. Et ça existe déjà. Ouais, c'est ça. C'est le machine learning. Ouais. C'est-à-dire qu'on, alors, Thibaut. puissance des machines que tu utilises, hein, la gestion. La machine learning, c'est ça, c'est au fil du temps, en analysant les data, en rajoutant, etc., la machine apprend à connaître le processus et à un moment donné capable de dire attention là, toi-même tu pouvais ne pas savoir qu'il pouvait y avoir ce problème-là et la machine te le dit. Là, on est dans le truc, ça commence à être péchu. Ouais. Mais j'avais lu, juste pour voir sur le machine learning, comme tu dis, il y a des concours de reconnaissance. Ouais. Où ils font en fait, ils font une photo, et puis la machine doit reconnaître un chat ou un truc comme ça, dans plein d'images. Et pendant très longtemps, donc ils font des concours, le mec il va monter des logiciels pour pouvoir faire ces reconnaissances, un chat, une banane, etc. Avant, c'était les algorithmes que l'homme avait construits qui allaient marcher, qui avaient les meilleurs taux de reconnaissance. Et depuis quelques années, mais de manière très récente, en fait, maintenant, c'est même plus des algorithmes. C'est, ils bourrent de photos, et c'est la machine d'elle-même. Tu ne peux pas lui dire, tiens, le chat, il a 3 pattes, des moustaches, etc. Il a 3 pattes, le chat, c'est sûr? Ouais, 4 pattes, pardon. Et du coup, mais tu pourrais lui mettre 3 pattes, c'est ça où vous voulez en venir, en fait, tu vas quand même reconnaître. En fait, tu lui dis pas ce que c'est un chat. À force de lui bourrer de photos, il va connaître un chat. Et c'est maintenant, tu as des taux de reconnaissance plus efficaces avec cette méthodologie de learning, où l'homme n'essaie même pas d'interagir que l'algorithme. Ouais. Ça fait peur, hein. Ouais, c'est flippant, ouais. Je peux vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec la pharma. Et je crois qu'il est encore sur YouTube. On a filé une intelligence artificielle, le jeu Mario. Même pas Mario Kart, le jeu Mario plateforme. Le premier Mario, ouais. Et on a dit, enfin, l'objectif, c'est de faire le maximum de points possible. Les premières parties, la machine, elle a été pataude. C'est pas génial. Et de fil en aiguille, elle s'améliore. Et à la fin, elle a réussi à faire le maximum de points en faisant des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Ouais. Ça paraît complètement débile. Et à la fin, elle gagne le niveau avec un maximum. Mais il y a sur Netflix, il y a un truc pour le jeu le Go, là, qui est le jeu
Ah oui. d'échecs puissance 10 Mais qui est censé apparemment. être difficilement gérable par une Mais ça y est, machine. la machine, Elle a battu l'homme et tout c'est un ça. reportage, une série. Dis-moi pas que c'est pas vrai, il a fait des commerces. Et justement, c'est là aussi, c'est ce qu'ils disent à un moment, c'est que cette machine-là, contre le champion coréen ou en Chine, en fait, il a battu en 3 matchs sur 2, je crois. Et du coup, après, le champion de Go s'entraînait avec la machine parce que, comme tu dis, c'était des stratégies qui n'avaient strictement rien à voir. Et donc après, l'homme apprend de la machine, Oui, en disant, tiens, ça, tu m'as fait penser différemment. Parce que du coup, en fait, les gens, ils pensaient que la machine était en train de complètement partir en cacahuète et puis se tromper, mais en fait, non, c'est des stratégies jamais faites dans ce jeu. C'est un jeu complexe, c'est un jeu de logique comme les échecs, mais qu'en plus de la stratégie. Donc du coup, la machine va réapprendre à l'homme, qui va peut-être trouver des trucs pour réapprendre à la machine, machin, etc., etc. Ou la machine apprendra la machine. Ouais, ou la machine, elle va gagner, je dis, c'est Terminator. Hein. On est mal, les amis. Moi, je vois Skynet, je vois Schwarzenegger. Sarah Connor. Non, c'est à côté. Ouais, bah, super. Oui, je me suis retrouvé Gad Elmaleh, Naruto, ouais. Un petit tour dans le chat, du coup, Très bien. effectivement, l'analyse opératoire où les sens sont utilisés comme signal faible pour prédire les pannes. Arkelia, jusqu'où s'étend l'IoT en pharma et jusqu'où s'étendra l'IoT en pharma pour justement être capable d'arriver finalement à ce niveau d'automatisation de prédiction. L'IoT, donc c'est l'intelligence artificielle, c'est ça? Non, IoT, ça veut dire Internet of Things. Donc, c'est tous les composants que tu peux lier à un système ou que tu peux, entre guillemets, digitaliser. Ouais. Donc, par exemple, la question elle est bonne, hein, ça dépend des sites, des groupes, etc., l'avancement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, utiliser ça, par exemple, portable, ce serait, en tout cas, dans la partie géniale. On est encore astreint pour des problèmes de sécurité à des PC, soit portables, soit fixes. Demain, si on pouvait utiliser que ça, c'est la liberté absolue. C'est vrai que c'est peu utilisé, en prod, c'est utilisé juste pour la partie com, enfin, pour juste s'appeler, quoi. Mais on y arrive tout doucement. On commence à faire il y a des clients qui demandent à pouvoir avoir la vision de ce que fait l'opérateur à un moment T pour un audit, par exemple. Ça, c'est de la digitalisation. Avoir une vision de ce qu'il voit avec des lunettes connectées, des trucs comme ça. C'est ça. Utilisation des tablettes, ça peut paraître déjà dépassé, mais c'est pas le cas partout. Tu fais ton ERP sur la tablette, au lieu d'aller devoir aller sur le PC fixe, t'es constamment avec la machine. Pas comme un téléphone, une tablette, c'est un peu le même. Ouais, c'est un peu le même principe. La réalité virtuelle, ça, c'est un grand débat. Et en pharma, tu peux te servir pour quoi en réalité virtuelle? La maintenance, par exemple. La machine, le système te dit, bah voilà, il faut que tu changes cette pièce-là, elle est là, et elle te le montre. Elle dit, il faut que tu fasses comme ça. Ah oui, il fait pas comme ci, il fait comme ça, pour pas péter le c'est cette vis-là, machin. Voilà, là, pour le coup, c'est encore une fois de la sécurisation, de la façon de faire. C'est de la qualité. Et puis c'est potentiellement plus rapide plutôt que de lire le procès. Déjà, comment on change cette pièce-là, là, c'est répétitif, etc. Ouais. Très très drôle, avec des cookies versus des chiots, des chihuahuas, où la machine doit dire lequel est lequel. Très drôle, très bonne photo. Et TRView qui nous propose un truc, là on commence déjà à arriver, c'est la troisième partie en principe, c'est après la pause, mais le management confirmation en direct avec photo ou checklist sur le portable et le rapport qui se génère en direct, ça paraît pas débile ça. Mais ça existe. Ça existe déjà, j'imagine. Pour le coup, ça me paraît moins futuriste, mais sauf que c'est tout bête, on pourrait déjà le faire. Management confirmation pour les gens, c'est en gros aller sur le terrain pour un manager comme TRView par exemple, pour aller vérifier que les systèmes en place et les standards en place sont respectés. Et tout simplement, donc ça veut dire, je vérifie que les gens bossent correctement ou selon ce qu'on a défini. Mais on en est encore très, où on se prend des notes comme ça, ou sur un cahier, ou un machin, quoi. Ouais, c'est pas encore, je pense, le standard ultra dans l'industrie, mais ça arrive. Les amis, on ferait pas une petite pause. Je dis ça parce qu'il est 20h52, et que je pense que on a déjà bien avancé, même en gros, quasiment toute la 2, mais la 3 peut nous tenir 12 ans. Accrochez-vous. Accrochez-vous.